Ravi de vous recevoir. Bonjour Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos, de vous recevoir ce matin à quelques heures d'un débat, d'un duel, du débat évidemment de la présidentielle. On dit souvent qu'il ne change rien sur les résultats finaux, ce débat d'entre-deux tours. Est-ce que cette année, ce serait différent ? Ça peut l'être comme en 2017 d'ailleurs. Effectivement, traditionnellement, les débats d'entre-deux tours ne déplacent pas les voix des électeurs. Tout cela est très construit auparavant. Mais malgré tout, en 2017, on avait bien vu que ce débat avait amplifié la dynamique en faveur d'Emmanuel Macron. Et on peut avoir des phénomènes de ce type ce soir. Alors, avant de parler des reports de voix, des sondages, etc., arrêtons-nous sur les enjeux de ce soir. Qui a le plus à perdre, Brice Teinturier, ce soir ? Je pense que pour Emmanuel Macron, sa position de sortant est évidemment une position plus compliquée qu'en 2017 et qu'il doit à la fois réussir à démasquer, entre guillemets, Marine Le Pen sur son projet et à protéger son bilan. Donc c'est une position qui n'est pas si facile. Mais Marine Le Pen joue gros également, parce que ce qu'elle a à perdre, c'est la crédibilisation qu'elle a réussi à construire, partielle, inachevée, mais qu'elle a réussi à construire depuis des années et qui peut aussi s'écrouler ce soir. Donc les deux ont beaucoup à perdre ou à gagner. Marine Le Pen, me semble-t-il, joue encore plus en termes d'importance ou d'enjeu qu'Emmanuel Macron, qui reste le favori. On dit souvent que, de toute façon, elle n'a pas besoin de gagner, elle a besoin de ne pas perdre, contrairement à 2017. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou est-ce qu'au contraire, elle doit gagner ce match ce soir, de façon assez claire? Elle a impérativement besoin de gagner, parce que si elle ne fait que ne pas perdre, elle ne bouge pas dans les positions, et pour l'instant, elle est dans une position qui reste minoritaire. Donc pour elle, c'est pour ça que l'enjeu est quand même colossal pour elle. Non seulement elle doit montrer qu'elle n'est plus celle de 2017, elle doit effacer l'humiliation du débat d'entre-deux tours 2017, mais elle doit impérativement marquer des points sur des questions clés, les questions économiques, les questions relatives à l'Europe, les questions environnementales où elle est plus en difficulté. Donc sur les grands sujets, le pouvoir d'achat évidemment, qui préoccupe les Français. Oui. D'ailleurs, le pouvoir d'achat par tirage au sort a été désigné entre guillemets comme le premier sujet. C'est un bon point pour elle ? C'est potentiellement un bon point pour elle parce qu'elle a une crédibilité un peu supérieure à Emmanuel Macron sur ce sujet, que sa voie de passage, c'est autour des questions sociales, retraite et pouvoir d'achat. Mais c'est quand même aussi le point sur lequel son programme peut être mis en tension quand on va jusqu'au bout, quand on cherche à bien voir les contradictions possibles. Et c'est ce qu'Emmanuel Macron, je crois, cherchera à faire. Sur le financement, en particulier. Sur le financement, tout à fait, sur la façon ensuite, concrètement, d'augmenter le pouvoir d'achat des Français. Et en fait, c'est une pelote où quand vous tirez un fil, vous avez beaucoup de choses qui viennent avec. Vous avez aussi le rapport à l'Europe. Et du coup, c'est peut-être un point faible qui se retourne contre Marine Le Pen. Il y a un paradoxe quand même, Emmanuel Macron, parce qu'il est le favori dans votre sondage. Le dernier, publié dans Le Monde ce matin, le rapport de force, c'est 56-44. Le rolling d'IFOP que nous publions tous les jours montre aussi que l'écart tend à s'élargir. C'est 55-45 pour l'IFOP. Donc de 10 à 11 points d'écart entre les deux. Il est le favori. Et pourtant, la pression est forte sur lui. Oui, la pression est forte d'abord parce qu'il est le favori et donc il n'est plus l'archi-favori de 2017, où là l'écart était encore plus important. La tension est forte, beaucoup plus importante, et ça s'est terminé à 66% en faveur d'Emmanuel Macron. La tension est également forte parce qu'il est le sortant et que c'est la première fois que nous aurons peut-être un président sortant réélu, mais du coup il va se trouver confronté évidemment à la question de son bilan et la difficulté de projeter une espérance pour un second quinquennat. Alors, il y a des éléments d'image qui sont des écueils pour Emmanuel Macron. Il est jugé par une majorité de Français arrogant, méprisant. Ça veut dire quoi pour ce soir ? Oui, c'est toujours les traits d'image qui affleurent, qui sont importants dans les traits d'image négatifs d'Emmanuel Macron. Ça veut dire très concrètement pour ce soir qu'il doit se garder de reproduire ce stéréotype, cette image-là, qu'il doit se garder d'adopter un ton professoral, de ridiculiser même Marine Le Pen comme il l'avait fait sans grande difficulté en 2017. Je pense que cette posture-là, immédiatement, pourrait se retourner contre lui, un peu comme François Mitterrand avait rétorqué à Valéry Giscard d'Estaing « Vous n'êtes pas mon professeur ». Donc il doit faire attention à cette dimension. Et pour autant, il doit aussi être très pugnace, très concret, très démonstratif sur les points clés du programme de Marine Le Pen. C'est là-dessus qu'il doit réussir sur le débat de ce soir ?
Je pense que par rapport à certains électorats clés, notamment l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, il doit véritablement essayer de montrer que le programme de Marine Le Pen n'a pas si changé que cela par rapport à celui de son père, qu'il est sur le plan économique potentiellement dangereux, y compris sur les questions de pouvoir d'achat, et qu'il est sur le plan de l'immigration, de la République, également dangereux. C'est ce qui préoccupe quand même des électorats qui ne sont pas représentés au second tour dans cette configuration. Marine Le Pen, vous le faisiez allusion, est en partie dédiabolisée, normalisée. Elle aurait changé, c'est ce qu'elle dit. Je ne suis plus la même. En revanche, elle cherche à diaboliser précisément presque Emmanuel Macron. Hier, elle parlait dans sa vidéo qu'elle a publiée à la veille de ce débat, elle disait qu'Emmanuel Macron a fait le choix de l'invective et du chantage à la peur, par exemple. Ça, c'est un axe d'attaque. Le tout, sauf Macron, il faut qu'elle le défende ce soir, qu'elle le mette en avant. C'est ce qu'elle incarne, effectivement, et c'est ce qu'elle veut incarner, faire barrage pour éviter la réélection d'un Emmanuel Macron dont le quinquennat aurait été un quinquennat, dit-elle, où on a déconstruit beaucoup de choses, où on n'a rien fait, tant sur le plan régalien que sur le plan social. Donc c'est son dispositif, on va dire, général. Il va être malgré tout plus difficile à démontrer, même s'il peut appuyer sur des traits d'image, on l'a vu, d'Emmanuel Macron qui sont négatifs. Mais ce qui est, je crois, assez terrible dans ce second tour, c'est qu'on est véritablement dans de la politisation négative, ce qui n'était pas tout à fait le cas en 2017. En 2017, tout simplement, il n'y avait pas de sortant, et donc Emmanuel Macron pouvait projeter une espérance. Là, c'est beaucoup plus difficile. Il est le sortant, il ne projette plus du tout la même espérance. Il est pour de nombreux électeurs aussi le représentant de... notamment les mélenchonistes, une formation ou un président qui serait partisan de la mondialisation, d'idées trop libérales. Donc on n'est pas du tout dans la configuration de 2017. Les deux têtes d'affiche sont les mêmes, les deux protagonistes ont considérablement changé. Est-ce qu'on est dans la configuration de 1981, où on avait un président sortant, un candidat en face, François Mitterrand, qui se présentait pour la 3e fois et qui était d'une certaine façon aussi diabolisé par ses adversaires? Est-ce qu'il y a un parallèle ? Oui, il y a un parallèle possible. Moi, je trouve qu'effectivement, c'est beaucoup plus 81 qui peut jouer le rôle de grille d'analyse, avec un sortant qui avait des traits d'image aussi assez négatifs, en même temps qui avait fait énormément de réformes. Valéry Giscard d'Estaing avait beaucoup réformé la France, dans un sens trop moderne et libéral par rapport à une partie de son électorat. Donc il y a quelques parallèles entre les deux. Maintenant, là où les situations sont très très différentes, c'est que nous étions en plein dans le clivage gauche-droite et qu'il n'y avait pas 3 France dans ce second tour, dont une n'était pas représentée ni par Valéry Giscard d'Estaing ni par François Mitterrand. C'est le cas aujourd'hui parce qu'on cherche à faire rentrer 2 France là où il y en a eu 3 à l'issue du premier tour, et c'est bien pour ça que ça coince. Et l'écart était plus faible entre les deux à quelques jours du deuxième tour. Vous avez raison, l'enjeu aussi était extrême parce que l'écart mesuré était très faible, qu'il y avait véritablement un enjeu électoral très fort, qu'on était aussi sur la question de l'alternance possible sous la Ve République qui n'avait jusqu'à maintenant pas eu lieu, ce qui donnait la possibilité à Mitterrand de dire « nous ne sommes pas en démocratie, il n'y a pas eu d'alternance ». Donc là, on est dans une configuration tout de même un peu différente. L'écart n'est pas aussi important et encore une fois, le clivage ne joue pas du tout le même rôle, le clivage gauche-droite. Alors, je ne vous ai pas encore posé la question qui tue. 10 à 12 points d'écart, est-ce que ce débat peut renverser la vapeur ? Ce débat peut faire bouger les lignes. Renverser la vapeur, peut-être pas, probablement pas. Il faudrait vraiment pour que Marine Le Pen inverse les résultats, qu'elle convainque davantage d'abstentionnistes du premier tour de voter pour elle, qu'elle convainque davantage d'électeurs de Mélenchon de voter pour elle à hauteur égale à ceux qui votent pour Emmanuel Macron, et puis qu'elle mobilise aussi quasiment 100% de ses électeurs du premier tour, là où il faudrait qu'Emmanuel Macron patine. Il faudrait ces 3 conditions en même temps. Il faudrait que ces 3 conditions en même temps soient réunies pour véritablement là qu'on ait un scénario de 50-50 ou d'inversion. Donc on voit bien la difficulté pour Marine Le Pen. Maintenant, difficulté ne veut pas dire non plus impossibilité absolue. C'est pour ça que ce débat, ce soir, a quand même une grande importance. Encore une fois, traditionnellement, ça ne fait pas beaucoup bouger les lignes. Ça a été le cas en 2017. Et là, il faut regarder avec attention. On a beaucoup d'électeurs qui ne se retrouvent pas dans ce duel, qui vont regarder ce débat et qui vont forger finalement leur décision ultime, peut-être à l'aune de cet échange que nous aurons tout à l'heure. Alors Brice Ceinturier, on a beaucoup dit avant cette présidentielle que la France était à droite. Et en effet, elle porte au second tour une candidate d'extrême droite et un candidat de centre droit. Mais
c'est Jean-Luc Mélenchon, pardon, l'arbitre de ce duel à droite. On peut le dire comme ça. Il est, en tous les cas, oui, le principal arbitre, pas l'unique. Il y a bien des électeurs de Valérie Pécresse, d'Éric Zemmour, d'autres électeurs de gauche, Jadot, etc., qui vont jouer un rôle, mais moindre dans les reports. Donc la question clé, c'est vraiment la question des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il pèse lourd au premier tour, il pèse 22%. Et aujourd'hui, nous en avons, nous, 36% qui nous disent qu'ils veulent voter pour Emmanuel Macron, 16% pour Marine Le Pen, et le reste qui s'abstiendrait, voterait blanc ou nul, en tous les cas, ne jouerait pas. À titre de comparaison, en 2017, 52% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon avaient voté pour Emmanuel Macron, 7% seulement pour Marine Le Pen. Donc on voit que les choses se sont rééquilibrées. Jean-Luc Mélenchon le sait bien, quand il dit pas une voix pour Marine Le Pen, c'est qu'il sait que dans son électorat, il y a aussi cette composante. Et il y a d'ailleurs deux électorats de Jean-Luc Mélenchon que l'on voit très bien quand on analyse, et notre gros panel auprès de plus de 12 000 personnes le permet. Quand on regarde les mélenchonistes qui vont sur Macron et les mélenchonistes qui vont sur Le Pen, ce ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas la même sociologie. Les premiers sont plus jeunes, plus diplômés, plus urbains, plus à gauche. Les autres sont plus populaires, moins diplômés, et donc leur tropisme, mécaniquement, les pousse davantage vers Marine Le Pen. Donc il y a ces deux électorats, et la question clé, c'est vraiment l'équilibre, le rééquilibrage ou pas en faveur de Marine Le Pen, ou le maintien d'un écart fort en faveur d'Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon a un électorat hybride, vraiment hybride, avec ce partage des eaux, en effet, entre son électorat, on va dire, cultivé, enseignant, etc., qui se porte davantage sur Emmanuel Macron, mais avec une forte déperdition. Parce qu'il y avait eu un fort report des voix de gauche en 2017 en faveur d'Emmanuel Macron. Là, c'est ça son problème, quand même. Là, c'est beaucoup moins, effectivement. Ouais. L'électorat de Jean-Luc Mélenchon, il a malgré tout une certaine homogénéité. C'est un électorat profondément ancré à gauche. Il ne faut pas l'oublier, il est vraiment à gauche. Mais comme il a aspiré en plus l'électorat écologiste et l'électorat PS, ou ce qu'il en reste aujourd'hui, il a rééquilibré sa structure avec un peu plus de cadres, un peu plus encore de jeunes qu'en 2017. Et du coup, il y a dans sa globalité ces deux sensibilités qui peuvent aller pour une partie minoritaire, mais qui existe quand même, aussi vers Marine Le Pen. Vous disiez tout à l'heure, c'est un vote négatif, ça vous frappe. Il y en a beaucoup qui l'expriment en disant, notamment les jeunes, on l'a beaucoup entendu, on va choisir, enfin on a le choix entre la peste et le choléra, du coup on ne va pas choisir, on n'a pas envie. Est-ce que c'est un malentendu par rapport à notre système démocratique et à notre suffrage universel de raisonner comme ça ? C'est quand même une difficulté majeure, parce que quand vous regardez notamment ces électeurs de Jean-Luc Mélenchon, pour eux, c'est absolument abominable ce qui se dessine. Il n'y en a que 7 à 8% qui déclarent apprécier Emmanuel Macron et la même proportion apprécier Marine Le Pen. Quand vous travaillez sur des argumentaires négatifs sur l'un ou sur l'autre, ils les partagent à souvent 75-80%. Donc on leur demande d'aller sur deux candidats où il n'y a aucune appétence en termes de personnes et un rejet très profond en termes idéologiques. Donc oui, c'est de la politique par défaut, négative, pour s'opposer à l'autre, en tous les cas pour les électorats qui ne sont pas représentés dans ce duel. Évidemment que les électeurs de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron, eux, sont dans une toute autre disposition. Pour eux, c'est un vote d'adhésion, même s'il y a à chaque fois la dimension faire barrage soit à Macron, ça c'est pour Le Pen, soit Le Pen, c'est pour Macron. Là, parce qu'on dit souvent que, et on a raison, que c'est un choix relatif. Une présidentielle, c'est pas un choix absolu, donc on choisit pour celui qui est le moins éloigné. Mais là, ça va très au-delà du moins éloigné. C'est vraiment ça va très au-delà parce qu'encore une fois, oui, mais parce qu'encore une fois, pour les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Tout à fait, mais parce que au premier tour, finalement, les deux candidats qu'on a sélectionnés pour le second tour ne représentent que 50% environ des suffrages. Ouais. Donc vous avez une France qui ne se retrouve pas là-dedans, et pour le coup, elle y va plutôt par opposition, plutôt par dépit, ou elle n'y va pas. N'oublions pas les abstentionnistes aussi. Alors, vous les mesurez à combien Nous sommes sur une hypothèse de 28% environ d'abstention pour dimanche. Ça peut encore évoluer. Encore une fois, le débat de ce soir peut jouer un rôle aussi de mobilisation ou pas des abstentionnistes. 28%, ça voudrait dire quand même un chiffre élevé pour un second tour, en progression par rapport au 26,3 du premier tour, un peu comme on l'avait eu en 2017, où on avait eu une augmentation de l'abstention de plus de 3 points. Un mot des législatives. Alors, vous ne vous projetez pas encore. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Mais en tout cas, il y en a deux candidats battus qui se projettent, c'est Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Ils ont tous les deux pris la parole hier, avant donc le second tour. Pourquoi maintenant, à votre avis ?
Parce que c'est une manière aussi d'enjamber pour Jean-Luc Mélenchon le second tour, tout en continuant à peser et de dire qu'il n'y a pas que l'élection présidentielle qui se termine dimanche soir, il y a un troisième tour potentiel qui peut à nouveau rebattre les cartes s'il était nommé à l'issue d'une victoire de la gauche Premier ministre par Emmanuel Macron. Ça va être ça le combat de Jean-Luc Mélenchon et ça va lui permettre d'asseoir sa domination encore plus fortement sur le PS et les écologistes. Ouais, parce qu'il demande aux Français, il l'a fait hier, de l'élire Premier ministre. Alors, on n'élit pas un Premier ministre, non. Mais c'est une façon à la Jean-Luc Mélenchon, qui pèse beaucoup, 11 millions d'électeurs au premier tour, de se mettre au centre du jeu. Totalement. Et de peser sur la gauche. Totalement. On n'élit pas un Premier ministre, mais il est nommé par tradition au sein de la formation qui a emporté les élections législatives. Et à ce moment-là, le pouvoir effectif, on l'a vu lors des périodes de cohabitation, bascule du côté du Premier ministre. Donc c'est véritablement un quasi troisième tour de présidentielle qu'essaye de jouer Jean-Luc Mélenchon. Et alors, quant à Éric Zemmour, lui, il appelle dans un communiqué à une coalition de droite. J'appelle solennellement à l'union de toutes nos forces contre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Pas de mention de Marine Le Pen. Là, il veut affaiblir Marine Le Pen ? Oui, on voit bien qu'il y a des tensions entre les deux. Mais j'ai envie de dire, Éric Zemmour, combien de divisions ? Ce même discours aurait eu une portée forte s'il avait été, peut-être même pas au second tour, mais dans la zone des 13, 14, 15%. Il est à 7%. Donc la recomposition des droites appelée par Éric Zemmour, malgré tout, elle a beaucoup moins de poids que ce qu'il pouvait espérer un mois avant le premier tour. Évidemment, mais il tente de jouer sa carte et de capitaliser par avance sur un échec de Marine Le Pen dont il sent qu'il l'attend avec gourmandise. Lui aussi enjambe le second tour, effectivement, enjambe le second tour, parie sur l'échec de Marine Le Pen et se dit qu'à ce moment-là, il aura à nouveau une fenêtre d'opportunité, ce qui est partiellement vrai. Au moment des législatives, il y aura des enjeux importants en termes d'alliance ou pas et de coalition. Mais encore une fois, il me paraît malgré tout très affaibli. Brice Teinturier, comment caractérisez-vous cette campagne de deuxième tour ? C'est une campagne, je crois, d'insatisfaction profonde pour beaucoup de Français, d'inquiétude aussi. Il y a un fond d'inquiétude. Alors certes, les deux électorats représentés au second tour y croient, mais pour la moitié des Français, c'est vraiment de la lassitude, de l'inquiétude, parfois de la frustration, voire de la colère. Donc on est dans un moment qui n'est pas le moment du grand second tour d'une élection présidentielle qui porte deux projets qui, chacun, normalement, doivent mobiliser et créer de l'espérance. Vous savez, il y a un chiffre terrible, c'est quand vous demandez aux Français si Emmanuel Macron est élu ou si Marine Le Pen est élue, est-ce que la situation de la France s'améliorera, se détériorera ou pas, et votre situation personnelle. Et les résultats en termes d'amélioration sont dérisoires. Les Français pensent que ça ne changera rien que l'un ou l'autre soit élu. Non seulement il y a peu d'espérance, on est à nouveau dans des zones de 10%, mais vous avez beaucoup plus de Français qui pensent que la situation du pays ou la leur se détériorera, qu'elle ne s'améliorera. Plus de personnes, de Français qui pensent que non seulement ça ne changera rien, mais même ça détériorera leur situation personnelle. Donc leur situation personnelle et la situation du pays. Donc ça reflète bien un moment très particulier où on va voter pour un second tour, pour élire le président de la République, en se disant majoritairement que son élection n'améliorera pas fondamentalement les choses. À qui la faute ? Brice Teinturier. J'ai envie de dire, à 40 ans d'alternance qui n'ont pas convaincu les Français, ni de droite, ni de gauche, ni du centre, à aussi une fragmentation extrême des positions, à une crise de la représentation, à beaucoup de choses, pas simplement à des personnes, pas simplement aux sortants. Ça, je crois que c'est trop facile de dire à chaque fois que c'est le sortant. Même s'il y a contribué d'une certaine façon. Ils y ont tous contribué d'une certaine façon, donc Emmanuel Macron, comme François Hollande, comme Nicolas Sarkozy, comme tous ceux qui, à l'issue d'un quinquennat, ont déçu. Mais c'est devenu la norme, et c'est ça qui est terrible, c'est devenu la norme quand même dans ce pays. Donc c'est ce mouvement d'ampleur qui fait qu'on aboutit à ce second tour si particulier et sans espérance. Il n'y a pas, et ça je crois que c'est très important, il n'y a pas d'espérance d'amélioration forte, même si, que ce soit Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, qui soient élus dimanche soir. Et pour finir, pourtant, Brice Teinturier, ce sont deux projets clairement très opposés. Ils s'opposent surtout sur l'Europe, sur l'immigration, sur l'international, sur la question sociale, sur l'écologie. Ils sont très opposés. Ça pourrait être, au contraire, vous auriez pu nous dire ce matin, mais quel beau débat on va avoir ce soir.
Ah, mais je pense que c'est un beau débat politique, que ce sont deux idéologies fondamentalement différentes. La difficulté, encore une fois, c'est qu'il y en a 3 idéologies présentes dans ce pays, à minima 3 grandes idéologies, et que là, on cherche à les faire rentrer dans 2 seulement. Mais c'est un affrontement réel, c'est un affrontement politique au sens noble du terme. Ce ne sont pas les mêmes valeurs, ce ne sont pas les mêmes projets, ce n'est pas le même rapport à l'autre, ce n'est pas le même rapport au monde, à l'Europe. Donc oui, et il y a véritablement un choc de vision qui va s'affronter ce soir, mais ce choc de vision n'est pas porteur d'espérance aux yeux des Français. Toute dernière question, juste une petite question sur l'écologie, puisque ce sera dans le débat ce soir, contrairement à 2017, et Emmanuel Macron a lancé une offensive, on va qualifier de spectaculaire. Marseille, est-ce que ça a des résultats dans vos sondages? Ce qu'on voit en tous les cas, c'est qu'il a une crédibilité beaucoup plus forte que Marine Le Pen sur ce sujet, et que ce sujet, deuxième point, est loin derrière la question du pouvoir d'achat, mais malgré tout en 3e position en termes de sujet de préoccupation des Français. Donc Macron a tout à fait intérêt à porter ce sujet avec d'autres, mais celui-là n'est pas totalement négligeable. Et il doit faire venir, il y arrive un peu pour l'instant, on le voit de semaine en semaine, il doit faire venir des électeurs de gauche qui sont sensibles et particulièrement sensibles à cette dimension. Merci infiniment, Brice Teinturier, d'avoir posé ces enjeux avec nous ce matin sur LCI. Bonne journée à vous. Rendez-vous évidemment dimanche, mais déjà ce soir, évidemment, 21h à suivre sur LCI. Le débat dont vous nous avez dit qu'il était très important parce que pour la première fois, vraiment, eh bien, il peut changer les curseurs. Créer des dynamiques. Créer des dynamiques, c'est pas rien. Merci, bonne journée à vous.